Vous adorez les héroïnes de guerre, vous adorez les belles histoires. Alors la guerre, non, on n'y est pas vraiment. Mais pourtant, on n'est pas loin des films d'action. Voilà, je vous présente aujourd'hui Sophie Elba. Je suis super contente de l'accueillir. Elle a fait son service militaire dans une unité d'élite, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, elle est ingénieure en aéronautique. Voilà, elle bosse chez Elbit et on est super content de l'accueillir. Bonsoir Cathy, moi je suis super contente. Voilà, le plaisir est partagé vraiment, parce que de vous voir, vous ces jeunes, quand dans ce programme Sahel Connection, de voir le talent, la passion, le dévouement, et de vous voir si jeune prendre des décisions vous avez dans vos mains l'avenir du pays, quoi. On les comprend pas sur le moment, ces décisions, mais c'est qu'après qu'on comprend ce qu'on avait entre les mains. C'est un truc de fou. C'est vrai que vraiment, c'est impressionnant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autre part. Alors, on va raconter un peu ton parcours. Alors, tu es arrivé, on va dire, d'abord, ton premier contact avec Israël, ça a été un été, enfin pas vraiment le premier, mais un contact qui a été décisif. Exactement. Tu es venu faire du volontariat. En fait, l'été 2006, c'est ça. Il y a eu la guerre du Liban. J'étais après une première année de médecine que j'avais loupée. Et donc, quand la guerre a éclaté, je me suis dit, j'ai pas envie de rester assise ici, j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose. Donc, l'été 2006, je suis partie en volontariat avec un programme qui s'appelle Sarel. Sarel, donc tu étais déjà à l'armée quand même. Non, c'est du volontariat, c'est pas... D'accord, mais quand même, on porte l'uniforme. Non, j'avais un petit amour pour l'armée, c'est sûr. Ah, voilà, il faut quand même le préciser. Ouais. Et donc, à la fin de l'été 2006, je reviens en France et c'est comme si je sentais que j'avais laissé mon âme en Israël et que j'étais repartie juste avec mon corps dans l'avion et que j'étais vraiment coupée en deux, quoi. Et je reviens en France, j'étais censée refaire une année de médecine et je dis tout simplement à mes parents, j'en suis pas capable, faut que je fasse mon alia, je m'en vais. Donc, ils ont dû être contents, tes parents. Ça n'a pas été facile au début, mais j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Donc, ok, en 2006, pardon, tu fais ton alia, on est au mois d'octobre. Bien sûr, tu n'es pas du tout préparée, puisque tu es partie un peu... Je suis partie un peu à la va-vite, mais j'ai trouvé un programme à l'agence juive qui s'appelait Atid à l'époque, et qui préparait les Français aux études après quelques mois d'intégration en Israël, avec l'Ulpan, les psychos. Et pour ceux qui voulaient partir à l'armée, il y avait une petite préparation, des petites discussions autour de l'armée. C'était pas comme aujourd'hui à l'époque, il n'y avait pas du tout d'informations comme il y a aujourd'hui. Je suis un peu partie à l'armée aveugle, sans savoir vraiment... Mais alors, avant de partir à l'armée, tu reçois déjà la fameuse convocation pour le Tzav Rishon. On est en avril 2016, ça veut dire qu'on est quelques mois après ton arrivée en Israël. Exactement. Et là, tu prends un petit coup de panique. En fait, voilà, on était tous partis en France pour les fêtes de Pessah. On revient, on avait tous reçu la convocation à l'armée. Je me suis dit, oulala, ça arrive un peu vite, j'ai pas eu le temps d'y penser. Je vais pas la faire. Je peux pas, je perds déjà 1 an à apprendre l'hébreu, il faut que je continue mes études. Et donc, on part toutes les filles du groupe à la Rabbanout, sortir une exemption. En disant que vous étiez très religieuse. Exactement. Et que vous n'allez pas faire l'armée, d'accord. Exactement. Et en sortant en fait de la Rabbanout, je me suis dit, j'étais prise vraiment par un sentiment de regret. Je me suis dit, mais... Des remords. Des remords. Des remords. Et je me suis dit, mais j'ai toute ma vie tellement aimé Tsahal, tellement adoré le pays et l'armée. Je peux pas ne pas passer par cette case d'intégration et de donner 2 ans de moi. Au final, c'est pas grand-chose 2 ans. Oui, mais quand on est en pleine étude, c'était pas du tout un programme... Quand on vient surtout d'une mentalité où après le bac, on commence les études, il n'y a pas de temps à perdre, bien sûr, 2 ans, ça paraît une éternité. Bon, alors tu te jettes à corps perdu dans l'armée, tu ne regrettes pas cette décision, tu ne vas pas la regretter d'ailleurs, et tu vas à l'Ulpan. Alors comment ta famille a pris ça ? Quand je rentre à l'armée, ouais. Au début ça a été un peu difficile. On me disait, bon, t'as commencé tes études, finis-les en Israël, après tu pourras faire ton service, c'est pas grave. Le plus important, c'est de finir tôt tes études quand t'es encore jeune et que c'est plus facile pour toi de le faire. Mais pour moi, c'était tellement important de passer par la case armée avant tout et de me faire mon intégration et de donner un peu de moi. Donc, j'ai un peu tenu tête à tout le monde et je leur ai dit non, je ferai mes études après l'armée, je vous promets, mais je fais l'armée avant tout. Ok, donc c'est important. Donc, tu suis le chemin classique de tous les Olim Pradashim qui rentrent à l'armée et qui vont à l'Ulpan, donc à Mirve Alon. Exactement, parce qu'à l'époque, ça faisait quelques mois que j'étais en Israël. Quand j'avais fait mes premiers entretiens pour l'armée, j'avais pas un super niveau. Donc, pas un super niveau d'hébreu. Donc on t'a dirigé vers l'Ulpan. Donc on m'a dirigé vers une base de Tsahal qui fait Tironout et Ulpan en même temps en fait.
Et donc, en fait, après, Tironout, c'est les classes. Tironout, c'est les classes. Je le répète. Exactement, voilà. C'est les classes qu'on fait au début. Où on court donc là, pour l'instant, tu ne sais pas encore dans quelle unité tu vas rentrer. Je ne sais pas du tout. En fait, à la fin de ces 2 mois dans cette base de Mirvalon, on repasse les mêmes tests qu'on avait passés au premier entretien à l'armée. Le fameux Tsavrishon. Exactement. Et le niveau d'hébreu, en fait, détermine les options qu'on peut recevoir à l'armée. Plus le niveau d'hébreu est bon, plus on a d'options, parce que quelqu'un qui ne sait pas très bien s'exprimer en hébreu, par exemple, il ne pourra pas devenir professeur de tir. S'il ne sait pas s'exprimer, il ne peut pas rentrer dans ce genre de poste. Donc, à la fin de ces 2 mois, on refait les tests d'hébreu, on voit l'évolution. Donc, il y a des tests écrits et des tests oraux. Exactement. L'un est plus important que l'autre ou... Non, moi, je ne me rappelle plus très bien, ça fait déjà un petit bout de temps, mais c'est en fait un entretien oral avec un khayal qui pose quelques questions pour voir c'est quoi le niveau. Mais c'est des questions simples. C'est quoi le dernier livre que tu as lu, le dernier film que tu allé voir au cinéma. Et ensuite, il y a un petit test écrit où il faut lire des phrases, si je me souviens bien, et les expliquer. Mais c'est des phrases. C'est un test qui est difficile aussi pour les Israéliens. Au niveau écrit, c'est des phrases qui ne sont pas faciles. Donc, il ne faut pas stresser, c'est difficile pour tous. Et puis, au final, tout se passe bien. Alors, tu passes la deuxième fois ce test d'hébreu. Cette fois-ci, tu cartonnes, tu as des super notes. Mais à ta grande déception, tu reçois les mêmes postes que tes copines, qui ont des notes plus normales. Voilà, j'avais beaucoup investi sur mon hébreu. Je m'étais dit, si mon niveau d'hébreu sera bon, j'aurai plus d'options, de possibilités. Au final, j'ai reçu un peu comme tout le monde. Et je me suis dit, c'est un peu dommage. Je me suis pas battue contre tout le monde pour au final faire quelque chose 2 ans à l'armée que j'aurais pu faire en dehors sans porter un uniforme. Et de là, je me suis posé la question, qu'est-ce que vraiment je voudrais faire ? J'ai essayé un peu de chercher des informations. À l'époque, il n'y avait rien sur Internet, donc il fallait se déplacer. Ça a bien changé, grâce aussi de Raphaël Madar, Tzahal Connection. Exactement, qui fait un travail traduit incroyable. En français, même pour les parents, c'est génial parce que vous avez tous les postes, toutes les unités, tout est expliqué. C'est absolument génial, ouais, vraiment. Et même, je sais même que certains services de l'armée en hébreu, il y a des corrections que Raphaël fait parce qu'il voit qu'ils ne sont pas à jour, donc il les appelle. C'est le monde à l'envers. Il appelle les unités, il leur dit alors là, c'est pas à jour. Ça, c'est pas bon. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il fait un travail extraordinaire. Ouais, vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe donc, pour toi ? Là, tu cherches. Je cherche. J'entends parler d'une unité, en fait, une unité qui est considérée comme combattante, qui accueille aussi des femmes combattantes et qui s'occupe de toute la défense aérienne d'Israël. À l'époque, ça s'appelait nous-mêmes, les Gad Metosim. La menace a été plus visée sur les avions, style 11 septembre. Ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Ils ont changé aussi le nom de l'unité. Aujourd'hui, elle s'appelle Agana Avirit. Et donc la défense aérienne. C'est-à-dire c'est aussi contre les avions, mais aussi contre les missiles, ce qu'on connaît de Kippa Barzel, aujourd'hui ce qui est rentré plus récemment en Shavit Ksamim. Alors c'est assez marrant quand même parce que est-ce que tu avais tu as choisi cette unité au hasard ou pas, ou est-ce que tu avais déjà un amour pour les avions ? J'avais pas un amour pour les avions, j'ai vu une photo de missile, je me suis dit waouh, il y a des filles là-bas, je me suis dit waouh, j'y vais, je cours. C'est marrant parce que quand on te voit, on t'imagine pas du tout, ni avec un fusil, ni combattante, ni rien du tout, ni en donnant des ordres et en étant menaçante, mais on doit sûrement se tromper. Alors comment on fait quand on n'est pas destiné à rentrer dans ce type d'unité, qu'on est au Lechanash, pour se faire accepter ? Eh ben, d'abord, il a fallu que je travaille bien mon hébreu parce que pour pouvoir ensuite évoluer dans les postes que j'ai reçus. Pour rentrer, c'était plus une histoire physique. Il fallait avoir le mental, comprendre qu'on rentrait dans une unité qui est considérée comme combattante, c'est-à-dire que les tyronautes, il fallait les recommencer pendant 4 mois. Non, mais pour te faire accepter déjà. Pour me faire accepter dans l'unité ? Ouais. Et il a fallu que je passe des entretiens avec des médecins. Et, tout simplement. Tout simplement. Leur faire comprendre que je comprends bien dans quoi je me lance. Voilà, que c'était physique et tu avais bien compris que c'était dur. Exactement, que j'allais pas beaucoup rentrer chez moi, que j'allais courir beaucoup, dormir dans une tente pendant 4 mois et pleurer ma maman. Souffrir, avoir mal des ampoules, des entorses. Exactement, ne pas dormir beaucoup la nuit et manger beaucoup de sable, comme on dit en hébreu. Ok, bon, alors tu rentres dans cette unité incroyable. Alors tu t'engages quand même pour 3 ans parce que dans ce genre d'unité, c'est un minimum. Comme c'est une unité combattante, les filles et les garçons font exactement le même nombre de temps. À l'époque, c'était 3 ans pour les unités combattantes, donc je signe pour 3 ans.
Alors, tu signes pour 3 ans et ces 3 ans vont se transformer en 5 ans. En 5 ans. Ouais. Donc, à part ça, elle n'aime pas trop l'armée, mais bon, non, voilà. J'aime beaucoup l'armée. Je plaisante, Sophie. Alors, tu recommences tes tironoutes, tu continues. Après ça, on te propose d'approfondir le sujet. Mes connaissances. Voilà. Comme c'est un poste qui est un peu plus professionnel, il y a tout un système qui est derrière. C'est pas seulement tenir une arme, c'est des missiles qu'on a entre les mains, il faut dire. Donc il y a beaucoup de choses professionnelles qu'il faut savoir, beaucoup de règles. Comment marche un missile ? Pas seulement comment marche un missile, quand est-ce qu'on peut recevoir des ordres, comment est-ce qu'il faut appréhender les choses. Okay. Donc le cours auquel je suis sortie 8 mois après la fin de mes tironautes, c'était un cours qui était tout simplement professionnel. Rien au niveau du taf qui je suis pas devenue MEFA-cadette après ce cours, c'était purement professionnel. Il n'y a pas de grade pour monter dans les échelons d'armée, mais simplement pour apprendre. Ok. Donc ensuite, tu continues, hein, tu fais un cours MEFACDIM, je crois. Exactement. De là, on m'a fait sortir directement en cours MEFACDIM. Il y a l'option de rentrer à la base et de continuer à être opérationnel, mais on me propose directement à sortir en cours MEFACDIM. Donc j'accepte parce que c'était pour moi une occasion. Donc en fait, la première année, tu n'as fait qu'étudier, quoi. Pratiquement. Les tironautes, j'ai beaucoup couru. Ensuite, j'étais à la base pendant 8 mois et seulement après, j'ai commencé tous ces cours sim, ces écoles. Donc de ce cours MEFACDIM qui se passe super bien pour toi, on te propose de partir directement à Ba'ad Echad en cours Ktinim, de faire le cours pour devenir officier. Et donc là, c'est séparé en 4 mois et 4 mois. Donc je finis ces 8 mois, je reçois mes grades d'officier, je deviens officier. Qu'est-ce que tu as appris dans ce cours ? Je pose la question à tout le monde parce que c'est assez mythique le cours Ktinim, le cours Ktinim en Israël, et on dit que ce qu'on apprend, quand on est apprenti officier, ça sert pour toute la vie. On apprend d'abord beaucoup sur soi-même. Et je pense que la chose que j'ai apprise la plus importante, c'est de gérer les choses avec beaucoup de calme, en fait, parce que j'expliquerai plus tard qu'est-ce que, au final, j'ai fait dans mon service en tant qu'officier. Mais quand on a des gens qui sont sous les ordres et qu'on gère une situation... Sous nos ordres. Voilà, sous nos ordres, quand on a des Khayalim sous nos ordres, des unités sous nos ordres, parce qu'à mon niveau, c'était pas seulement des Khayalim, c'était en fait d'autres unités qui étaient déplacées. Combien d'unités ? 3-4 unités déployées. Combien d'hommes, à peu près ? Disons quelque chose comme 200-300. 300 personnes sous tes ordres. Au moment où tu es en pleine action. Au moment où il y a un événement, exactement. Voilà, ok, on a suivi. Donc, à partir du moment où il faut gérer une situation qui est stressante, qu'on ne connaît pas spécialement, qui vient un peu par surprise, il faut savoir gérer les choses avec beaucoup de calme pour ne pas faire passer ce stress aux autres et rendre la chose bien plus difficile. Donc, c'est ça que tu as appris ? Ouais, gérer les choses avec beaucoup de calme, c'est quelque chose qui est très dur, mais que j'ai appris au fur et à mesure des simulations que j'ai faites à l'armée. De gérer les événements les plus incroyables avec un calme... Olympien. Olympique, exactement. Alors, qu'est-ce que tu faisais exactement ? Voilà, quand j'ai fini mon cours d'officier, j'ai été placée dans une unité, en fait, comme pour les avions... Les aiguilleurs du ciel. Les aiguilleurs du ciel, il y a exactement la même chose au niveau des missiles, c'est-à-dire il y a certaines unités qui sont déployées dans tout Israël, comme Kippat Barzel à Ashdod, on entend à Ashkelon, un peu de partout. Et en fait, ces unités, elles voient que leur périmètre à eux. Donc, ce qui se passe quand il y a un événement, il faut leur expliquer ce qui se passe dans tout Israël. Il faut leur donner une image claire de ce qui se passe dans tout le ciel. Et toi, tu étais responsable de cette Exactement. Image claire de cette dans image tout le ciel d'Israël. Dans tout le sud d'Israël, de Tel Aviv jusqu'au sud, et un peu plus loin. Et en fait, donner les ordres, quand on les reçoit de plus haut, d'appuyer sur le bouton, en fait, c'était nous qui les recevons et c'était nous qui décidions quelle base est plus appropriée pour agir sur telle matara, sur telle cible. Ok. Alors, comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a des gardes, qu'il y a des moments un peu tendus, quoi. Bon. Il y a des moments très calmes où il ne se passe absolument rien. Ouais. On regarde l'écran avec un seul œil. Mais il y a des moments où on a l'impression que c'est la fin du monde. Et on ne parle pas en situation de guerre. On parle en situation de la vie de tous les jours, en fait. Il y a certaines menaces et en fait, il faut toujours être vigilant parce qu'on pense que, bon, là, c'est pas la guerre, tout va bien, mais tout peut se passer en 2 minutes. On est dans un pays qui est tellement petit, en fait, tellement étroit que
dépasser, après que quelqu'un dépasse la frontière, arriver à Tel Aviv, à Jérusalem, ça se fait en 15 secondes, en 20 secondes. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes gardes ? Beaucoup de rigolade, avant tout. Beaucoup de stress, beaucoup de fierté. Quand deux fois je regardais en arrière, je me disais, mais il y a 4 ans, je parlais pas hébreu. Il y a 3 ans, je parlais pas hébreu. Aujourd'hui, je passais tout ça. On me donne une responsabilité tellement grande entre les mains. Des fois, je regardais les écrans, je voyais tout ce qui passait. Je me disais, mais c'est incroyable. En France, dans mon pays natal, jamais j'aurais pu accéder à quelque chose comme ça à mon âge. Et à cette responsabilité qui est aussi grande. Et quand on dit que le chômeur Israël, il ne dort jamais, les nuits, quand on ouvrait bien les yeux alors qu'on était fatigué, on sentait bien l'importance de la phrase. Tu dormais en uniforme ? Quand j'étais de garde en tant qu'officier, la nuit donc de garde, on dormait en uniforme avec les chaussures pour être prêt en 30 secondes à être devant les écrans et à gérer des situations. Des situations où il fallait être bien réveillé. Il fallait être bien réveillé. Il fallait se réveiller en moins de 30 secondes. Il n'y avait pas le temps de boire un petit café avant de s'occuper de tout ça. Qu'est-ce que tu gardes de ce service un peu exceptionnel ? J'en garde des super souvenirs. D'abord, je me suis fait des super amis. Les amis de l'armée, c'est les amis pour la vie. Une intégration qui est complètement différente que les gens qui arrivent un peu plus tard et qui ne passent pas par la case armée. On sent la différence. On dit beaucoup, mais toi, on dirait que t'es né en Israël. T'as la mentalité israélienne. C'est différent. Par exemple, j'ai une sœur qui a fait son lien un peu plus tard. Elle est israélienne complètement, mais elle a une intégration qui a été complètement différente. Donc, il y a les amis, il y a l'expérience incroyable. Comme j'ai dit, on reçoit une responsabilité incroyable et c'est quelque chose qui est pas mineur. Et moi, ça m'a un peu ouvert les yeux parce que quand j'étais en France, j'avais fini mon bac, je m'étais dit, bon, allez, je vais faire des études de médecine, mais j'étais pas spécialement convaincue que c'était ce que je voulais faire. Et quand j'ai fini mon service, je me suis dit, ouais, c'est incroyable, il faut rentrer des nouveaux systèmes de défense, il y avait Kippat Barzel qui rentrait. Je me suis dit, c'est quelque chose qui devient assez puissant en Israël. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des études d'ingénieur aéronautique. Où tu les as faites ? Donc voilà, j'ai fini mon service. Tu les as fait tous les études ? J'ai fait mes études au Terion. Je les ai finies il y a 1 an et demi. Et je peux dire que grâce à mon service, je travaille là où je travaille aujourd'hui. Je travaille chez Elbit. Voilà, on peut le dire. C'est la classe, notre invité du jour. On peut le dire. Et donc, voilà, mon expérience à l'armée m'a servi pour tout dans la vie de tous les jours. Des petits tracas, comment régler les choses d'une façon un peu plus créative, de façon un peu plus rapide. Et au niveau professionnel, je me suis orientée exactement là où j'étais. Tu faisais à l'armée, quoi. En fait, voilà, ce que je dis, c'est qu'à l'armée, j'appuyais sur des boutons, j'étais derrière les écrans. Aujourd'hui, ce que je fais en sorte que la personne qui appuie sur les boutons, elle puisse faire sortir un missile Tu fais en sorte que ça marche. Voilà, c'est le côté ingénieur de ce que font les gens comme moi à l'époque à l'armée. Exactement. C'est assez impressionnant comme parcours. Qu'est-ce que tu peux conseiller, ou en tout cas aux jeunes filles qui te regardent, qui ont peut-être envie d'être combattantes, pourquoi pas dans cette unité Haganat Avirit, qu'est-ce que tu peux leur conseiller ? Alors moi, voilà, à l'époque, je sentais que c'était en moi très fort. Je voulais vraiment faire mon service, mais j'étais un peu partagée parce que je venais d'une éducation française où on finit ses études, on finit son bac, il faut absolument commencer ses études. Et pour moi, arrêter pendant 2 ans, c'était l'éternité. Mais je sentais que c'était vraiment quelque chose de fort et je voulais pas y renoncer. Et bon, j'ai dû un peu convaincre ma famille autour de moi qui m'ont soutenue dans tout ce que j'ai fait. Et au final, tout mon service, en fait, c'est un peu déroulé. J'ai rien prévu. Les choses sont venues à moi un peu par miracle. On m'a proposé, on a vu que j'avais les capacités, on m'a proposé. Je pensais pas devenir officier quand j'ai fait mon service. Je pensais faire 2 ans et finir en 2 ans. Et au final, j'ai eu plein d'opportunités. Et je regrette pas un jour de ces 5 ans. Ça a été difficile. J'ai eu des moments de joie, j'ai eu des moments de tristesse. C'est dur d'être loin de sa famille, c'est dur de faire des choses physiques, d'être fatigué, c'est dur. Mais il y a un sentiment de satisfaction. Satisfaction, exactement. Quand je regarde sur ces 5 dernières années, ces 5 années que j'ai faites à l'armée. Et c'est quelque chose que jamais j'aurais pu faire en France. Et pour rien au monde, j'aurais renoncé à tout ça aujourd'hui en sachant ce que j'ai pu faire et ce qu'on m'a donné à faire durant ces 5 ans d'armée. Ok, bon, alors vous avez compris, les filles. Exactement, pour celles qui hésitent, qui veulent, mais qui se disent, oh là là, mais c'est un peu long, 2 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Je perds un peu mon temps. Non, c'est rien au final. J'ai fait mes 5 ans d'armée
Après, j'ai fait mes études, j'ai fini des belles études. Je travaille aujourd'hui dans un travail. Et l'armée m'a ouvert les portes au niveau du travail. Mon entretien d'embauche, on m'a pas posé de questions mathématiques comme tous mes amis. On m'a pas posé de questions de physique comme tous mes amis. Ils ont vu mon CV, ils ont vu mon expérience. Ils m'ont posé des questions sur tout mon service, sur tous mes postes, sur toutes les responsabilités, comment je faisais, qu'est-ce que je faisais. Et ça a été mon entretien d'embauche et j'ai été prise sans expérience concrète. Enfin, bon, concrète dans le monde de l'aéronautique. Pour eux, tu avais déjà 5 ans d'expérience, on va dire. C'était 5 ans d'expérience donnée. Ok, bon, en tout cas, c'était vraiment agréable de discuter avec toi et de découvrir encore un monde inconnu pour nous, pour tous ceux qui n'ont pas fait l'armée. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Elbaz, et à très, très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.